Bonjour, je suis Jean-Yves Arrivé, psychologue, consultant RH et coach. Aujourd'hui, c'est de formation continue que je viens vous parler et d'un concept un peu spécifique, peu connu encore, qui s'appelle la formation expérientielle pour tous les salariés dans l'entreprise. Pour comprendre ce concept de formation expérientielle, il faut revenir aux fondamentaux de l'andragogie. Alors, cette terminologie évoque un nouveau modèle destiné à favoriser l'apprentissage des adultes. Si les bases de l'andragogie ont émergé il y a bientôt 2 siècles en Allemagne, il faut attendre les années 70 et notamment les travaux de l'américain Malcolm Knowles pour que s'engage une réflexion en profondeur. En fait, la formation continue est encore trop souvent calquée sur le modèle classique du professeur qui sait et qui délivre des connaissances à des apprenants qui reçoivent les messages, prennent des notes, doivent faire des exercices qui ressemblent à s'y méprendre à l'exemple présenté par l'enseignant et mémorisent le tout. Ce modèle est complètement obsolète et devrait déjà avoir disparu de la formation continue. On voit bien sûr des évolutions dans ce secteur, mais pas encore de rupture complète avec l'enseignement de type scolaire ou universitaire. Précisément, la formation expérientielle s'appuie sur les fondamentaux de l'andragogie. Les apprenants doivent être co-acteurs du processus d'apprentissage. Ce sont des salariés qui ont déjà eu d'expérience du travail sur le terrain et des bases acquises en formation initiale. Donc, ils viennent en formation continue pour développer une compétence globale, incluant aussi bien des connaissances, certes, mais des compétences comportementales, autonomie, capacité d'analyse et de prise de décision. Et ils sont tournés vers l'action et la recherche de résultats tangibles. Les apprenants veulent, au-delà des connaissances théoriques que l'on trouve aussi dans d'excellents manuels, réfléchir, échanger avec leurs pairs, tester pratiquement ce qu'ils apprennent dans un contexte proche du leur. Il est donc important qu'ils mettent en application ce qu'ils apprennent dans leur environnement réel et qu'ensuite ils puissent revenir dans l'espace formation avec des résultats, des questions liées à des expériences ratées, des erreurs, pour continuer à progresser et acquérir peu à peu une véritable expertise. C'est pourquoi la formation expérientielle est un dispositif modulaire qui s'étale sur plusieurs mois, qui alterne des modules purement dédiés à la formation et jusqu'à 20 modules suivant la thématique, qui alterne donc ces modules avec la pratique sur le terrain et des groupes de développement pour permettre un lien entre pairs, entre collègues et travailler sur la mise en pratique des apprentissages. Ainsi, s'agissant d'une formation qui vise une population, RH par exemple, le cycle d'apprentissage s'appuie sur le développement d'une entreprise fictive créée par les formateurs, dont chaque stagiaire devient le DRH. Le formé analyse donc les éléments à chaque étape clé de l'entreprise, imagine des propositions à mettre en œuvre, bâtit un argumentaire pour convaincre les équipes et prépare son plan d'action. Il doit ensuite, avec le groupe, évaluer les résultats, identifier les clés de succès, mais aussi les causes éventuelles d'un échec. Il découvre en début de cycle une TPE avec 2 collaborateurs et termine la formation en gérant le rachat d'une PME de 300 salariés par un groupe international, avec tous les problèmes que cela peut supposer. Cette méthode se décline aussi bien pour former au marketing, à la communication, au commerce, à la finance. Et l'équipe pédagogique doit donc être composée de spécialistes qui ont une compétence et une connaissance fine du métier et des réalités de l'entreprise. Alors il faut tout simplement, si j'ose dire, convaincre les équipes dirigeantes, si elles ne le sont pas déjà, que leurs salariés sont un capital humain qu'ils doivent développer pour en tirer le meilleur parti au bénéfice de l'entreprise.
Il ne viendrait pas à l'esprit d'un patron de renoncer à la maintenance des équipements parfois très coûteux dont il fait l'acquisition. Et pourquoi ça serait si différent avec les salariés qu'il emploie ? Nous ne sommes plus à l'ère de la taylorisation des tâches, un peu comme on le voyait avec Charlie Chaplin qui faisait son geste. Les collaborateurs doivent faire appel à leur intelligence situationnelle, leur intelligence émotionnelle et relationnelle pour résoudre des problèmes complexes. Les salariés doivent sortir de leur bulle. Les réponses concrètes qui sont apportées aux situations difficiles, aux difficultés quotidiennes, doivent se traiter en équipe multidisciplinaire, en tenant compte à la fois du financier, du technique, du réglementaire, des contraintes de production, de la qualité, etc. Donc, pour le dire simplement, l'être humain, c'est un bras, mais c'est aussi un cœur et un cerveau. Il faut donner les moyens à chacun de développer tout au long de sa carrière, son énergie et sa compétence pour être au top, au service de la réussite de l'entreprise. Je répondrai très simplement à cette question. Oui, et plus que jamais. C'est précisément en période de crise que les salariés doivent développer en permanence leurs talents pour s'adapter aux contraintes, faire face aux imprévus, agir en l'absence d'un responsable pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans une situation dégradée. En clair, ils ne sont plus dans leur zone de confort où ils répètent les modèles qu'ils ont appris à l'école. Les connaissances théoriques acquises au cours de la formation initiale ne sont qu'un moyen. C'est l'intelligence globale de l'individu, les fameuses intelligences multiples dont parlait Howard Gardner, qui va permettre de les utiliser en situation de manière optimale, en sachant tenir le cap, respecter les règles, mais aussi mettre de la souplesse là où il le faut, et même être créatif lorsque c'est possible pour atteindre au final l'objectif fixé. La formation expérientielle, c'est d'abord le choix d'une équipe de direction qui a compris toute l'importance de mettre la compétence au service des enjeux de l'entreprise dans un environnement mouvant, complexe, qui suppose une véritable agilité intellectuelle pour faire les bons choix au bon moment. À quelque niveau que l'on soit, un agent de maîtrise ou un directeur de département. C'est aussi le choix de l'entreprise qui pratique un recrutement professionnel où l'analyse des compétences est véritablement au cœur du processus de choix des meilleurs talents, aussi bien au travers des assessment centers que par l'utilisation des meilleurs outils d'évaluation proposés par les professionnels du marché. C'est aussi le choix de l'entreprise qui a su réduire le nombre de niveaux hiérarchiques, mettre en place une vraie politique de délégation, qui prône la confiance plutôt que la méfiance, sans pour autant exclure le contrôle, bien sûr. Et c'est enfin le choix de l'entreprise qui sait maintenant intégrer les jeunes collaborateurs des générations Y et Z, qui sont majoritairement en attente d'une telle démarche. Ne l'oublions pas, l'entreprise est un système. L'organisation du travail, la culture managériale, la formation continue, la politique de rémunération sont autant de variables qui doivent évoluer ensemble en gardant une cohérence globale. Une action de cohésion d'équipe, de direction, menée sur 5 à 6 séances au cours d'une année, est un bel exemple de formation expérientielle. Cela va être un très bon début. Écoutez, c'est un concept nouveau, donc il y a encore pas mal de freins. Et je pourrais notamment citer le poids encore fort de l'enseignement de type universitaire, aussi bien d'ailleurs dans le public que dans le privé, qui touche pourtant ses limites en privilégiant les savoirs sans y associer les savoir-être et les savoir-faire. J'y ajouterai les difficultés des enseignants et des formateurs à se remettre en cause et à faire bouger leurs techniques d'enseignement, sachant qu'en plus leur formation initiale n'est pas adaptée et qu'ensuite ils n'ont pratiquement plus aucune formation continue tout au long de leur carrière. Au sein des entreprises, alors je pointerai les craintes de certains patrons et managers qui pensent encore que seul le chef sait et a raison. Ceux qui ne savent pas donner le droit à l'erreur, alors même que l'analyse de ce type de situation est une vraie source de progrès.
Et je n'oublierai pas les comportements de certains salariés qui préfèrent se cacher derrière les ordres pour ne pas prendre d'initiative, qui ne souhaitent pas évoluer, qui n'aiment pas prendre des risques. Mais je reste plutôt optimiste et je suis convaincu que nous allons fortement progresser au cours de cette décennie, notamment par l'intégration de ces fameuses générations Y et Z dans l'entreprise.